Bonjour tout le monde. Je tiens à remercier les organisateurs de l'APELIP pour l'invitation. Je tiens aussi à les féliciter pour tous les efforts accomplis et pour le choix des thèmes qui sont fort intéressants. Si vous me permettez, je vais commencer cette matinée et parler d'un problème fréquent en pédiatrie concernant les arthralgies de l'enfant. C'est un motif fréquent de consultation et ou d'hospitalisation. Les étiologies sont nombreuses et certaines sont des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Et seule une démarche diagnostique rigoureuse va permettre d'asseoir le diagnostic et d'assurer une prise en charge rigoureuse. Cette démarche diagnostique doit commencer par l'anamnèse, qui est une étape primordiale. Il doit s'enquérir de l'âge de l'enfant, ses antécédents. Il est nécessaire pour un bon raisonnement de préciser la douleur en s'appuyant sur 3 questions clés. Depuis quand, où et comment. Le depuis quand, ça va nous préciser le mode de début de la douleur articulaire, aiguë ou chronique, ou le nombre d'articulations, est-ce qu'on est devant une atteinte mono, oligo ou polyarticulaire, et comment, c'est le caractère de la douleur qui peut être mécanique ou inflammatoire avec réveil nocturne, enraidissement matinal, peut-être fugace, mobile, migrateur ou plutôt fixe. Et l'interrogatoire doit s'enquérir aussi sur les signes fonctionnels associés, en particulier la fièvre. L'examen clinique doit être complet, méthodique et soigneux. Il doit préciser d'abord l'état général. C'est combien qui sont branchés? Deux. Objectiver la fièvre et préciser son caractère continu, récurrent ou plutôt. Elle a mis Zoom ce matin. Il doit évaluer la croissance de l'enfant. Ça va nous orienter vers la gravité ou la chronicité de la pathologie. Et l'examen ostéo-articulaire doit préciser l'existence de signes inflammatoires locaux, l'existence d'un épanchement articulaire et mesurer l'amplitude articulaire, palper les points douloureux épiphysaires et métaphysaires, c'est très important pour distinguer entre douleurs osseuses et articulaires. Et puis, l'examen clinique doit impérativement rechercher l'existence de signes systémiques, cutanés, cardiaques, rénales, une viscéromégalie, c'est très important pour l'orientation du diagnostic étiologique. Les examens complémentaires seront demandés de façon orientée selon les données de l'anamnèse et de l'examen clinique. Toujours est-il, un bilan inflammatoire sera systématiquement demandé pour objectiver une inflammation et préciser son degré. Sinon, selon le contexte, on pourra être amené à demander un bilan infectieux, un bilan biologique complet, immunologique, ophtalmo, radiologique et même histologique. Les étiologies des douleurs articulaires chez l'enfant sont nombreuses, peuvent être infectieuses, tumorales, inflammatoires, mécaniques ou autres. Ça, c'est un schéma illustrant les différentes composantes de l'articulation avec les différentes atteintes possibles. En cas d'atteinte inflammatoire ou infectieuse, on aura une hypertrophie de la synoviale, cette membrane qui tapisse la cavité articulaire, qui va pousser la capsule articulaire et peut être associée aussi d'une bursite. Cette hypertrophie synoviale va s'accompagner d'une hypersécrétion de liquide articulaire. Ce liquide peut être septique ou inflammatoire selon l'étiologie. Et dans les pathologies inflammatoires, on pourra avoir une participation tendineuse. C'est les ténosynovites qui sont très fréquemment rencontrés dans les pathologies rhumatismales ou même les connexivites. En cas de pathologie mécanique, il peut s'agir soit d'une atteinte osseuse dans le cadre de toute la pathologie traumatique, une atteinte ligamentaire ou cartilagineuse, ligamentaire notamment dans la pathologie de l'adolescence sportive, où le ligament patellaire est anormalement inséré au niveau du tibia. L'os peut être infiltré par des cellules tumorales. C'est une pathologie qui doit être aussi rapidement évoquée chaque fois que le contexte est évocateur, notamment quand on est en revue toutes les étiologies des douleurs articulaires. Schématiquement, il nous a paru intéressant de distinguer les étiologies selon 2 éléments importants, le mode de début et l'existence ou non de fièvre.
Ainsi, devant une arthrite aiguë évoluant en moins de 3 semaines, associée à la fièvre, l'urgence fait qu'il faut évoquer en premier une arthrite septique, surtout devant le caractère monoarticulaire de l'atteinte et associé à un syndrome infectieux. Après, il y a les autres arthrites infectieuses, notamment virales. D'autres infections, notamment l'arthrite bactérienne, la borréliose de Lyme. On sera donc orienté par l'atteinte cutanée, parfois neurologique, et sur l'interrogatoire qui pourrait aussi nous indiquer s'il y a séjour à la forêt ou pas. Le rhumatisme articulaire aigu, pathologie qui est fortement évoquée, bien sûr, vu les complications cardiovasculaires. On sera orienté par le caractère fugace, mobile, migrateur, l'existence de stigmates d'infection. Les critères de Jones sont bien remplis avant de donner l'étiquette de cette pathologie à l'enfant. D'autres urgences doivent être évoquées dans l'arthrite aiguë avec fièvre, notamment la maladie de Kawasaki, parfois isolée, surtout chez le petit nourrisson. Sinon, chez le grand enfant, on verra si les autres critères de la maladie sont présents ou pas. La fièvre méditerranéenne familiale, nous sommes un pays de bassin méditerranéen. Cette pathologie, bien sûr, doit être évoquée, surtout devant le caractère récurrent de la fièvre, et on verra aussi les autres critères diagnostiques s'ils sont remplis pour cette affection ou pas. En l'absence de fièvre, on pourra évoquer d'autres étiologies, comme le purpure rhumatoïde. Là aussi, les données cliniques vont nous permettre de savoir est-ce qu'il y a une atteinte cutanée, une atteinte digestive rencontrée dans cette affection-là. Attention, car la notion de traumatisme est souvent retrouvée en pathologie articulaire, donc ça ne doit pas freiner notre raisonnement étiologique. Et puis, la synovite aiguë transitoire, en fait, ça reste la cause la plus fréquente des arthrites aiguës, surtout chez le petit enfant et le nourrisson. Un certain nombre d'éléments vont nous orienter vers cette cause-là, l'état général qui est conservé. C'est des enfants qui viennent consulter dans un tableau de boiterie, de douleur, vu que c'est une douleur qui est fessière, inguinale et qui se projette au genou, parfois une impotence fonctionnelle totale. L'échographie qui met en évidence un épanchement, en particulier au niveau de la hanche, d'où l'appellation aussi rhume de hanche. Sinon, l'évolution est rapidement favorable, mais attention là, la persistance de la douleur doit faire évoquer d'autres diagnostics différentiels comme l'ostéochondrite primitive de la hanche. La hantise en fait de tout clinicien est de ne pas passer à côté de pathologies infectieuses, mais aussi toutes les causes hémato-oncologiques qui doivent être évoquées chaque fois que le contexte est évocateur. Ça, c'est certains signes cliniques associés à l'atteinte articulaire qui nous orientent vers les différentes étiologies, comme dans ce cas de syndrome de Kawasaki, on voit bien la conjonctivite, la kéylite, l'atteinte cutanée et l'orchite. L'éruption maculo-papuleuse palmoplantaire d'une rickettsiosis. Alors, maintenant, quand l'arthrite est subaiguë ou chronique, évoluant depuis plus de 3 semaines, là aussi, selon l'existence ou non de fièvre, on sera orienté vers un certain nombre d'étiologies. L'urgence fait qu'il faut évoquer bien sûr les causes les plus graves, notamment les hémopathies maliennes, les causes infectieuses, et par la suite, les critères diagnostiques de ces différentes pathologies pour asseoir le diagnostic. Une arthrite systémique, on sera orienté par le caractère hectique de la fièvre, l'atteinte cutanée fugace concomitante et puis les autres signes cliniques de la maladie. En l'absence de fièvre, c'est toutes les autres formes non systémiques de rhumatisme inflammatoire chronique, certaines conjonctivites qui peuvent se présenter, même inaugurées par une atteinte articulaire sans fièvre en dehors des périodes de poussée. Il y a aussi les causes orthopédiques, comme la leg calvée perte, cette nécrose fémorale supérieure par interruption du réseau artériel circonflexe postérieur. Et en fait, elle se présente souvent, comme j'ai dit au départ, comme une synovite aiguë bénigne, mais attention, quand on voit que la douleur persiste, il faut évoquer ce diagnostic et demander le bilan nécessaire. L'ostéite chronique récurrente multifocale, qui est la forme pédiatrique du SAPHO de l'adulte, on s'orientera vers ce diagnostic par le caractère multifocal de la douleur, par l'association à certains signes cliniques comme le psoriasis, la pustulose palmoplantaire.
La synovite vilonodulaire, cette hypertrophie synoviale chronique et qui peut se traduire par des douleurs articulaires, une boiterie et une raideur. Donc, on sera amené à faire une biopsie synoviale pour confirmer ce diagnostic. Et puis, il y a le syndrome fémoro-patellaire, la fameuse pathologie de l'adolescent sportif, Osgood-Schlatter, donc, qui est due à une anomalie d'insertion du ligament patellaire au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. C'est des adolescents qu'on reçoit et qui ont déjà reçu beaucoup de médications anti-inflammatoires, même corticoïdes. En fait, il faut juste un repos sportif avec un traitement symptomatique et tout rentre dans l'ordre. Et puis, il y a les autres causes que je qualifierais comme diagnostic d'élimination. Il y a les douleurs de croissance, bien que c'est très fréquemment rencontré en pédiatrie. On sera orienté par l'état général qui est conservé, par l'examen clinique qui est strictement normal, tout le bilan biologique, rhumatismal, immunologique, il est normal. Donc, ça nécessite juste une altération de l'état général, douleur inflammatoire importante, un énorme syndrome inflammatoire biologique qui doit faire demander le bilan radiologique qui va nous orienter par la mise en évidence de la rupture de la corticale et les différentes lésions, d'autres lésions osseuses. Certains signes cliniques qui sont orientateurs du diagnostic étiologique, comme dans ce cas du lupus, on voit bien l'érythémonèle de papillon, la chute des cheveux, le lupus discoïde. Les nodosités de Gautran dans la dermatomyosite juvénile au niveau des coudes, au niveau des MCP, les IPP, et puis l'œdème périorbitaire, liliacé. Et là, l'aspect de la peau qui est rétractée, ferme et scléreux d'une sclérodermie. Alors, je vais poursuivre ma présentation par un certain nombre de cas cliniques et l'équipe de modération peut m'arrêter si je dépasse mon temps. Alors là, il s'agit de l'enfant Lina, âgée de 6 ans. On retrouve chez elle une notion de traumatisme et puis elle se plaint depuis un mois d'arthralgie du genou droit dans un contexte de fièvre épisodique. Elle a consulté en externe, on lui a fait une VS, des astos qui étaient positifs et l'enfant a été traité par des anti-inflammatoires non stéroïdiens, puis les corticoïdes et puis une prophylaxie par extensiline a été prévue par son médecin traitant pour une durée de 5 ans. Mais les arthralgies étaient persistantes. Et à l'examen clinique, on retrouve une fièvre à 38, un état subfébrile, un état général conservé. L'examen osseo-articulaire retrouve une arthrite au niveau du genou droit. Les autres articulations étaient libres et le reste de l'examen était sans particularité. Voilà le genou tuméfié de Lina avec rougeur et chaleur locale. Alors, les diagnostics que nous avons évoqués, vu le caractère monoarticulaire, l'existence de fièvre, bien sûr, on évoquera les urgences en premier, notamment une arthrite septique. Un rhumatisme articulaire aigu, c'est possible, mais l'interrogatoire ne retrouve pas le caractère fugace mobile migrateur de cette atteinte-là. Une AGI débutante ou d'autres arthrites infectieuses comme diagnostic à évoquer. Alors, au bilan, on retrouve un syndrome inflammatoire biologique, des aslos positifs. La radiothorax est normale. La radio des genoux montre juste une tuméfaction des parties molles. Le bilan cardiaque est normal. Et à l'échographie du genou droit, on trouve une hypertrophie synoviale avec un épanchement anéchogène qui s'efface à la compression. Donc, il y a bien du liquide articulaire au niveau du genou. Est-ce qu'il y a d'autres examens à demander? Oui, bien sûr. Vu l'existence du liquide articulaire et l'atteinte monoarticulaire, bien sûr, la ponction articulaire a été réalisée et a objectivé un liquide jancitrin fait de PNN, 75% non altéré, et l'examen direct et la culture qui sont négatifs. Alors, ces résultats-là ayant permis d'éliminer déjà l'arthrite septique, donc on a poussé les examens complémentaires et on a demandé des anticorps antinucléaires qui sont revenus positifs avec une fluorescence mouchetée et l'examen ophtalmologique à la lampe à fente qui a objectivé une uvéite antérieure avec des précipités rétrocornéens et présence de Tyndall, ce qui marque le caractère inflammatoire de la chambre antérieure de l'œil. Alors, au vu de ce bilan, donc, nous avons retenu le diagnostic d'oligoarthrite, facteur antinucléaire positif, et la patiente a reçu donc une synovioorthèse à l'exactrion retard, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et de la rééducation isométrique
qui a permis donc d'améliorer son état clinique. Donc, je ne vais pas parler de la pathologie, mais juste pour vous dire, en fait, les messages importants à retenir à travers ce cas, c'est que devant des arthralgies avec ASLO positif, ce n'est pas toujours un rhumatisme articulaire aigu. Il faut toujours revenir aux critères de Jones modifiés, voir si l'enfant remplit ces critères ou pas. Sinon, il y a un grand risque de laisser passer une autre cause, et notamment comme chez le cas de cette patiente, si elle était partie avec une prophylaxie pendant 5 ans, eh bien, soyez sûr et certain qu'on l'aurait revue avec une cécité malheureusement définitive. Une monoarthrite et fièvre, attention à l'arthrite septique qui doit être évoquée rapidement, et il faut toujours éliminer ce diagnostic avant de penser à d'autres étiologies. En cas d'oligoarthrite, l'examen ophtalmologique est obligatoire, sachant qu'il y a le risque de l'uvéite qui est latente, qui évolue à bas bruit vers des complications sévères et risque de cécité définitive. Et puis la corticothérapie, attention, donc ça risque de camoufler le tableau clinique, de retarder le diagnostic, donc elle doit être gérée selon les indications. Alors, je passe au deuxième cas clinique. C'est l'enfant Youssef, c'est un garçon de 8 ans qui habite Angers, qui a des antécédents de tuberculose pulmonaire traitée à l'âge de 3 ans. Et depuis 2 mois, Youssef se plaint de douleurs articulaires de caractère inflammatoire dans un contexte de fièvre quotidienne et d'altération de l'état général progressive. À l'admission, on trouve un enfant en mauvais état général, fébrile à 39, des polyarthrites, des légers rages cutanés, une hépatomégalie et avec des adénopathies latéraux-cervicales bilatérales. Le reste de l'examen notait une tachycardie. Voilà le caractère de la fièvre de l'enfant Youssef, il fait 1 ou 2 pics par jour. Alors, au total, enfant Youssef, 8 ans, antécédent de tuberculose, ayant des polyarthrites chroniques, atteinte cutanée, viscéromégalie, ictère, fièvre et altération de l'état général. Alors, devant ce tableau clinique, bien sûr, par ordre de gravité, on doit évoquer tout ce qui est tumoral, donc les hémopathies malignes, un problème infectieux, une rechute de tuberculose, une hépatite ou une autre infection, et puis par la suite les maladies de système ou connexivite. Alors, au bilan, on trouve un syndrome inflammatoire biologique très important. Le bilan rénal est normal. Au bilan hépatique, une légère cytolyse. La ferritinémie est élevée et la sérologie auto-immune est négative. Le reste du bilan, le bilan infectieux est négatif. Au bilan radiologique, on trouve une cardiomégalie sur la radiothorax et à l'échocardiographie, une péricardite modérée. Le médulogramme était normal. Donc, au vu de ce bilan, nous avons pu éliminer tout ce qui est infectieux, tout ce qui est tumoral, et donc nous avons retenu le diagnostic d'arthrite systémique selon les critères de Lillard. Là, le patient a reçu des bolus de méthylprednisolone, vu le syndrome inflammatoire qui était très important, vu l'atteinte cardiaque qui a été relayée par la prédnisone paros. Ceci a permis d'avoir une évolution dans l'immédiat qui était favorable, disparition de la fièvre, régression des arthrites, et donc on a commencé la dégression des corticoïdes. Mais après 6 mois d'évolution, on note la réapparition des arthralgies. Il a consulté en externe et il a reçu une association d'AINS faite de salicylate et de diclofénac. 2 semaines après, on revoit l'enfant avec une altération de l'état général très importante, des polyarthralgies, une fièvre importante, un syndrome hémorragique, ce qui a donc nécessité sa réadmission. À l'examen, donc, fièvre a été objectivée, syndrome anémique, ictère, polyarthrite modérée, hépatosplénomégalie, et le reste de l'examen était sans particularité. Alors, devant ce tableau clinique, on a pensé à soit qu'il est en train de faire une poussée de sa maladie, soit il est en train de faire une complication de sa maladie, ou alors, pourquoi pas, une hémopathie qui aurait échappé au premier médulo. Alors, nous avons fait le bilan et on trouve une anémie, une leuconeutropénie, une thrombopénie, une hyperferritinémie. Le bilan infectieux est négatif. L'échocardiographie montrait une péricardite minime. Et à l'écho abdominal, une hépatosplénomégalie homogène. Le médulogramme a été réalisé une deuxième fois et qui a montré donc ce macrophage phagocytant donc les 4 érythrocytes, c'est une hémophagocytose.
Alors, le diagnostic retenu était un syndrome d'activation macrophagique compliquant une arthrite systémique et l'enfant a reçu, en plus d'un traitement symptomatique, des bolus de méthylprédnisolone associés à la cyclosporine. L'évolution était favorable. Au bout de 48 heures, nous avons pu obtenir la pyrexie, l'amélioration de l'état général. Et puis, donc, après, on a diminué les corticoïdes progressivement et on a pu arrêter la cyclosporine à 6 mois de traitement. Donc là aussi, le message important à faire passer à travers ce cas, c'est que devant des polyarthrites associées à fièvre, altération de l'état général, on doit penser en premier à une hémopathie maligne ou une infection. Une arthrite systémique, ce n'est pas toujours simple. Il y a risque de complications, notamment le syndrome d'activation macrophagique qui peut menacer le pronostic vital. Devant des arthralgies, et ça c'est un message très important que je voudrais faire passer à mes collègues et à mes amis pédiatres, évitez s'il vous plaît l'association d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est un grand pourvoyeur de syndrome d'activation macrophagique. D'ailleurs, ça n'augmente pas l'efficacité de vos thérapeutiques, mais ça ne fait qu'augmenter donc le risque de complications. Voilà. Est-ce que j'ai le temps pour continuer par d'autres cas cliniques ou je dois m'arrêter? Et un peu dans les temps. Voilà. Mouchkirat, on vous félicite pour cette communication. Donc, je cède la parole à ma collègue, professeur Kerbou.